On va dire bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré donc au numérique. Je suis Philippe Rodin, conseiller en propriété industrielle, membre de la commission marque, et j'aurai le plaisir d'animer la partie marque, les décisions les plus marquantes dans l'environnement numérique. Alors, l'année 2020, c'est notre année. C'est l'année des marques. C'est celle de la mise en application de la transposition du paquet marque et notre nouvelle législation en matière de marque. L'année 2020, c'est aussi et surtout l'année de l'accélération des usages numériques. On le voit déjà avec ce webinaire. Il y a un an, la transformation numérique de notre économie suivait son cours et continuait progressivement d'imprégner le paysage des droits des marques. Certaines de nos entreprises avaient déjà entamé leur digitalisation, alors que d'autres projetaient à plus ou moins long terme de s'y engager. Mais ça, c'était avant. Avec la pandémie, les confinements, la transformation numérique a fait un saut quantique, compressant les années en mois. Selon l'étude Twilio de juillet 2020, cette crise a accéléré de 6 années,7 la stratégie de communication digitale des entreprises françaises. Mondialement, ce sont 97% des dirigeants d'entreprises qui estiment que cette pandémie a précipité la transformation numérique de leur entreprise. Si le numérique était important hier, il est devenu aujourd'hui incontournable. Il est un enjeu stratégique et un facteur de succès pour nos entreprises, et ce, quel que soit le secteur dans lequel elles interviennent. Le contentieux numérique était déjà présent dans la pratique du droit des marques. Il va devenir omniprésent. Le paysage des cybermenaces a été profondément modifié par cette pandémie. On a vu la contrefaçon de masques, on a vu la contrefaçon de médicaments, de marques pharmaceutiques. Les titulaires de marques n'ont pas du tout été épargnés par l'augmentation de la cybercriminalité, des cyberattaques. Alors, c'est dans ce monde numérique que les titulaires de marques doivent aujourd'hui faire preuve d'agilité, de résilience, selon l'expression consacrée aujourd'hui, pour s'adapter à cette nouvelle donne digitale et surtout ajuster leur stratégie de défense de marque. C'est dans ce monde numérique en pleine accélération que les praticiens du droit des marques, les magistrats, les avocats, les juristes, les conseils en propriété industrielle doivent revisiter et faire évoluer leurs pratiques afin que le droit des marques réponde pleinement aux enjeux du développement de l'économie numérique, tout en sauvegardant les intérêts des titulaires sur leur marque. Alors, en 2 ans, on a beaucoup travaillé pour voir un peu toute la jurisprudence 2019-2020. Je remercie tous ceux de la commission marque qui ont pu échanger sur ce sujet. On a fait une sélection qui n'a aucun caractère exhaustif et le temps qui nous est imparti est assez court, mais on a fait une sélection de certaines décisions qui soit confirment un peu cette tendance devenue aujourd'hui classique, soit qui apportent un éclairage sur de nouvelles solutions. Alors, ces décisions, on les a regroupées dans 3 catégories que je vais vous présenter. Premièrement, les relations tumultueuses entre marques et noms de domaine, du contentieux à la coopération. On ne peut pas parler des atteintes numériques en matière de marque sans parler des noms de domaine, historiquement parlant. Ça sera notre première partie ou notre premier point. Le deuxième point, c'est la convoitise de la visibilité numérique de la marque, du référencement actif à l'annonce passive. La visibilité sur Internet fait l'objet de tous les trafics. Et le petit bonus qu'on attend tant, c'est les compétences juridictionnelles en cas d'atteinte en ligne à une marque. Donc voilà ce que je vous propose de parcourir ensemble. Je vous invite à prendre des notes, à poser les questions, comme on l'a dit, en fin d'intervention, et de passer un bon moment ensemble dans l'interactivité. Je vois au niveau de la liste des inscrits
que nous avons beaucoup de praticiens du droit des marques que je salue d'ailleurs. Commençons. La relation tumultueuse entre marque et nom de domaine. Alors, j'aime dire, je t'aime, moi non plus, je te hais, moi aussi. C'est un peu ce que le dialogue entre les marques et les noms de domaine. S'il y a bien un élément qui symbolise le mieux Internet et surtout les problèmes qui en découlent quant au respect des droits des titulaires sur leur marque, ce sont bien les noms de domaine. La fulgurante démocratisation d'Internet avait fait d'ailleurs très tôt apparaître des conflits entre les marques et les noms de domaine. On va se rappeler de la jurisprudence Océanet 99, TGI Le Mans. Voilà, on est au début dans les prémices, la fameuse classe 38 qui devait être bouclier protégeant les marques contre les usurpations de noms de domaine. Certes, on a eu une jurisprudence assez qui s'est cherchée, qui s'est trouvée, qui s'est stabilisée et qui est arrivée aujourd'hui à maturation avec son intégration dans le nouveau corpus du droit français des marques en vigueur depuis le 11 décembre 2019, comme tout le monde le sait. Un nom de domaine peut aujourd'hui, comme hier, antérioriser une marque. Sauf qu'aujourd'hui, cela est expressément prévu par la loi. On va parler des articles L711.3, L712.4 par rapport au nom de domaine. Alors, cette jurisprudence avec les noms de domaine, elle va continuer son petit bout de chemin, continuer à évoluer, notamment aujourd'hui avec la possibilité, en France, dans le cadre d'une procédure d'opposition, de fonder cette opposition sur un nom de domaine. Et cette jurisprudence aussi, elle va continuer à s'enrichir et se diversifier. On va le voir avec toutes les problématiques, notamment sur les plateformes de commerce électronique. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, de survoler à haute altitude, voir des décisions classiques et voir des décisions un peu plus innovantes. Alors, la marque et le nom de domaine, si le nom de domaine constitue aujourd'hui un signe distinctif à part entière, on est tous d'accord, qui présente une valeur économique indéniable, oui, son régime n'est en rien comparable à celui de la marque. Celui de la marque offre un droit de propriété intellectuelle, un monopole exclusif. Le nom de domaine n'est protégé que par son usage. C'est ce qui explique souvent que la marque l'emporte sur le nom de domaine, comme l'illustre l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2019. Alors, comme on aime les histoires, on va commencer par « Il était une fois ». Il était une fois un bureau d'enregistrement qui exerçait une activité de géoréférencement de sites Internet en France et qui avait réservé pléthore de noms de domaine, mais parmi ces noms de domaine, saône-et-loire.fr tout attaché, saône-et-loire.fr avec des tirets et allez, le dernier, Saône-et-Loire avec des tirets et accentué. Le département de Saône-et-Loire tenta de récupérer à l'amiable ces noms de domaine. Ayant essuyé un refus, il se tourna vers l'AFNIC pour demander le transfert de ces noms de domaine dans le cadre d'une procédure de règlement alternatif des litiges que nous connaissons, Cyrili, pour ne pas la nommer, en se prévalant de sa marque antérieure semi-figurative, Saône-et-Loire, le département. L'AFNIC fit droit partiellement à sa demande. Partiellement, c'est-à-dire pour le nom de domaine accentué en .fr, Saône-et-Loire accentué donc en .fr, qui était postérieur à sa marque. Pour les deux autres noms de domaine qui étaient antérieurs à sa marque, la demande fut rejetée en l'absence de démonstration que le réservataire les aurait enregistrés dans le but de profiter de la renommée de la collectivité territoriale Saône-et-Loire en créant un risque de confusion. Et là, nous avons une nouvelle formulation dans l'esprit du citoyen. Le réservataire, qui est assez aguerri dans le cadre de ces procédures, il n'en est pas à sa première, forma un recours en annulation à l'encontre de cette décision. Le département de Saône-et-Loire profita de ce recours pour introduire une demande reconventionnelle portant sur l'attribution des deux autres domaines restants et également pour introduire un grief de contrefaçon en matière de marque. Tant en première instance qu'en appel, les juges ont estimé que la contrefaçon de marque était établie et qu'aucun intérêt légitime n'était démontré, on va revenir sur cet intérêt légitime, le site du réservataire n'étant qu'un agrégat de liens hypertextes renvoyant à des destinations
aussi variée qu'hétéroclite. Paris, Rome, Istanbul, etc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le réservataire se pourvut en cassation en soutenant que son activité de géoréférencement constituait bel et bien une offre de service sur la zone géographique du département de Saône-et-Loire et dès lors qu'il justifiait d'un intérêt légitime lui permettant de conserver les dits noms de domaine. Ce ne fut pas l'avis de la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi en rappelant le principe qui nous intéresse et que j'ai reproduit dans le petit slide, les règles gouvernant l'attribution des noms de domaine sur Internet qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d'entreprendre que les droits de propriété intellectuelle n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de la marque, sauf intérêt légitime et bonne foi du demandeur à l'enregistrement. La petite morale de cette histoire, c'est qu'une société ne démontrant pas ne démontrant pas une exploitation du nom de domaine, je ne peux pas faire deux choses à la fois, une exploitation du nom de domaine comprenant la marque d'une collectivité territoriale pour offrir des services sur le territoire ne justifie pas d'un tel intérêt légitime. Voilà cette histoire. On rappelle le grand principe. Ce principe, on le retrouve quand même aussi dans, évidemment, l'article 45, alinéa 1 du Code des télécommunications. Et la Cour d'appel l'a rappelé. Je trouvais ça intéressant de le rappeler en tant que première affaire que nous avons abordée. Alors, le nom de domaine, c'est souvent l'accusé. Il est souvent sur le banc des accusés et souvent, c'est celui qui perd à l'égard de la marque. Mais l'outsider peut également inverser le cours d'un procès et surtout inverser les faits escomptés par la partie demanderesse. Et c'est le cas d'une affaire que nous allons commenter. Mais avant, je voulais vous dire, mais même si tout le monde le sait, mais on va quand même le répéter, on est entre nous. Bon, la marque, c'est un droit d'occupation. Pour que la marque soit disponible, il faut qu'elle ne porte pas atteinte à un droit antérieur. Et maintenant, avec l'article 711.3, nous avons les noms de domaine antérieurement enregistrés et antérieurement exploités, c'est-à-dire avant la date de dépôt. Alors, avant de s'engager dans un contentieux, on le sait tous, mais il faut le répéter parce qu'on le voit que quelquefois, c'est pas OK. Il convient de procéder, tout bon juriste doit procéder à une vérification des éventuels droits antérieurs de la partie adverse pour éviter d'une ligne de mire devenir une cible. Et c'est ce que nous rappelle l'affaire Pilotimo que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, on va avoir pas mal de décisions sur la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et on va la mettre là, que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé le 4 juillet 2019. Alors, les faits sont assez simples. Après une infructueuse lettre de mise en demeure, la société, fort de sa marque, la société titulaire de la marque Pilotimo, fort de son titre, assigne EDF et la société exploitante en contrefaçon de marque et concurrence déloyale au motif que ces sociétés, dont l'une est détentrice et l'autre exploite, des noms de domaine qui intègrent la séquence Pilotimo pour désigner évidemment des sites Internet de l'activité de ces sociétés. Non seulement la demanderesse perdit son procès, mais également sa marque. En effet, il avait été démontré que le nom de domaine pilotimo.edf.fr avait été d'une part réservé avant la marque, et on aurait pu quand même le voir, et surtout exploité de manière effective avant le dépôt de la marque invoquée. Le risque de confusion chez le consommateur avait été en outre rapporté par la demanderesse elle-même. À l'occasion de cette décision, les juges rappellent et soulignent qu'un nom de domaine, et c'est ce que je veux rappeler là, c'est classique, mais ça mérite quand même une petite piqûre de rappel, constitue un signe distinctif dont l'antériorité peut être revendiquée pour demander l'annulation d'une marque, dès lors que cette antériorité est certaine, se traduisant par une exploitation effective et qu'il existe un risque de confusion. Antériorité certaine, se traduisant par une exploitation effective et qu'il existe
un risque de confusion. Voici ce que nous rappelle évidemment la Cour d'appel de façon très classique, mais ça méritait d'être souligné. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça, par le classicisme de cette décision? C'est que lorsqu'on a un nom de domaine exploité et qu'on n'a pas évidemment eu son conseil en propriété industrielle qui a préconisé le dépôt d'un marque puisque le nom de domaine n'est pas générique et distinctif, bon, admettons, le réservataire a tout intérêt de se ménager de façon régulière des preuves d'exploitation effective de son nom de domaine, car vous savez quoi? À défaut, comme nous allons le voir dans la prochaine décision, il ne pourra pas valablement l'opposer à un tiers. C'est ce qui a été jugé à propos du nom de domaine epilface ou epilface.com. L'enregistrement, je vais quand même vous la mettre, voilà. L'enregistrement du nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable à une marque postérieure que s'il fait l'objet d'une exploitation effective. Là, on nous précise soit l'exploitation du site correspondant au nom de domaine, et ce, avant la date, évidemment, de dépôt de la marque. On le rappelle, c'est la Cour d'appel de Paris qui également nous le rappelle lors de son arrêt du 19 mars 2019. Alors, même si je ne l'ai pas indiqué dans le slide, mais je vous l'indique quand même, de la même manière, évidemment, qu'un nom de domaine qui ne serait pas exploité ne peut être mis en cause au titre de la contrefaçon, comme l'a rappelé le TGI de Bordeaux dans un jugement du 14 mai 2019. Après ces actions en nullité, je voulais vous parler un peu de titularité, même si je suis toujours un peu choqué quand on parle de titularité de droit sur un nom de domaine. J'aimerais bien, on va parler plutôt de détention que de propriété, mais bon, certes, utilisons notamment, nous voyons la décision du directeur de l'INPI nous parlait de titulaire, donc certes, optons pour titularité. Alors, évidemment, avant de rapporter la preuve de l'exploitation d'un nom de domaine, qui est indispensable, comme on l'a vu, encore faut-il démontrer qu'il nous appartient. Oui. Et bien ça, quelquefois, ça peut faire capoter une procédure. On l'a vu avec la Cour d'appel de Versailles. Alors, sans vous raconter l'histoire qui est pas très intéressante, et c'était surtout pas uniquement ce propos par rapport au nom de domaine, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les juges d'appel nous disent ne constitue pas des preuves de nature à établir la détention d'un nom de domaine la production d'une facture OVH, donc OVH, un registrar, libellé au nom de la société holding qui assure la présidence de la société revendiquant les droits sur le nom de domaine. Et oui, là, il y a aussi un problème de titularité. Et on peut le voir, et on le verra peut-être dans les procédures d'opposition, quelquefois, le réservataire, ce n'est pas l'exploitant. Là aussi, il va falloir mettre en place des bonnes habitudes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonnes habitudes? Qu'est-ce qu'on pourrait préconiser même? On pourrait préconiser, par exemple, comme on préconise généralement autour d'un signe distinctif, de se dire tous les droits sur le signe distinctif, il est préférable, souhaitable, que ça soit centralisé au sein d'une même et seule entité. Ça, c'est la première chose. Et à défaut, de contractualiser les usages, par exemple, entre le titulaire du nom de domaine et la société et l'éditeur du site Internet auquel le nom de domaine est relié. Voilà, ça, c'était le petit conseil par rapport à la détention, la titularité, pardon, des noms de domaine. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, il y a quelque chose qui est louable, mais nous complique un peu la vie quand même, nous, CPI, et les avocats d'ailleurs, les juristes aussi, tout le monde. C'est que depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, RGPD, 25 mai 2018, les données personnelles des réservataires des noms de domaine situés dans l'Union européenne, comme vous le savez, sont masquées, ce qui a pour conséquence de rendre plus compliqué l'identification du titulaire ou détenteur d'un nom de domaine, et quelquefois même pour celui qui détient le nom de domaine, rapporter la preuve de sa titularité. Voilà, c'est dit. Une autre décision que je trouvais également intéressante et qui parle de titularité, et là l'espèce, même si là encore, c'est pas l'objet principal de la procédure, mais je trouvais ça intéressant, c'est que lorsqu'on a un salarié qui réserve à son nom personnel, je dis bien personnel, des noms de domaine qui sont exploités ou qui fait relier au site de son employeur,
dans le cadre de ses activités, l'employeur, il est tenu responsable des agissements du salarié. OK. Donc, ça veut dire que même s'il ignore l'existence des noms de domaine qui sont reliés au site de l'employeur, l'employeur est tenu par rapport aux effets de ces noms de domaine. Alors, là encore un petit conseil, vraiment un conseil de, je dirais, un conseil pratico-pratique. Toute entreprise, il est vivement conseillé, on le dit souvent, mais on le répète là, aujourd'hui, d'établir des règles spécifiques d'attribution de noms de domaine pour éviter de voir sa responsabilité engagée dans pareille hypothèse. On parlait souvent d'éviter que le salarié dépose un nom de domaine, même au nom de la société, avec son adresse professionnelle, puisque s'il quitte la société et si l'adresse est supprimée, ça va être compliqué à gérer après. Voilà, c'était le petit conseil du jour sur la détention, la titularité des noms de domaine et les preuves quant à la titularité, à l'exploitation et aussi de rationaliser, de mieux gérer, d'optimiser la gestion des noms de domaine. Alors, souvent on parle de conflit, j'aime parler également de coopération. Et donc ça c'est mon deuxième point, c'est la coopération entre les marques et les noms de domaine. Et oui, quelquefois, alors je vais mettre évidemment des réserves, mais quelquefois le nom de domaine vient à la rescousse ou peut être salutaire par rapport à la marque. L'usage d'un nom de domaine peut en effet, sous certaines conditions, être le prolongement numérique de l'exploitation de la marque. C'est ainsi que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, encore elle, a considéré que la marque Calixtone n'encourait pas la déchéance pour défaut d'usage, notamment, j'ai bien souligné notamment par l'usage dans leur nom de domaine du terme Calixtone ou par la position du terme Calixtone dans les en-têtes de lettres. Alors évidemment, dans la démonstration de l'usage d'une marque, si on fait l'usage du même signe à titre de nom de domaine, est-ce que c'est un usage à titre de marque? Non, c'est un usage à titre de nom de domaine qui identifie un site. Un usage à titre de marque, c'est un usage qui va identifier, en relation avec des produits-services, une origine commerciale. Mais globalement, on voit, et je pense qu'on va le voir de plus en plus, surtout avec l'aspect aujourd'hui central de l'usage dans le droit des marques, que tous ces usages numériques vont être petit un primo important à collecter et secondo à exploiter. Donc, qu'est-ce que la petite recommandation encore pratico-pratique? C'est que les preuves d'usage relatives à l'usage numérique, les preuves relatives à l'usage numérique d'une marque, comme un nom de domaine ou dans le cas d'un réseau social, par exemple, doit figurer en bonne place dans le journal d'exploitation de la dite marque que tout titulaire doit aujourd'hui tenir en raison, je le répète et je le souligne, de la position névralgique de l'usage dans le nouveau droit des marques. Et puis, on va le regarder, on va le voir après, mais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux également, aujourd'hui, peuvent venir conforter l'usage d'une marque, sa renommée, et pourquoi pas l'acquisition de son caractère distinctif. Par exemple, imaginons que nous lançons un produit qui est une nouvelle marque, donc lance un produit, ou une marque qui a plus de 5 ans, pour que ça soit une action d'échéance, lance un produit au bout de 5 ans qui est plébiscité par 50 000 fans. Est-ce qu'on peut vraiment contester qu'il n'y a pas un usage à titre de marque? Évidemment, avec le signe, les produits qui sont couverts dans l'enregistrement. Donc, les réseaux sociaux, et on le regardera aussi par rapport à cette dimension surréaliste des membres de ces réseaux sociaux, je ne dis pas que des membres du réseau social de l'entreprise, mais des membres des réseaux sociaux en général, de voir aussi cette force de frappe colossale que sont devenus ces réseaux sociaux. Pour vous donner juste une petite idée qui m'a surpris quand même. Au premier trimestre 2020, Facebook, qui aujourd'hui a une visée commerciale, comptait 2,6 milliards d'utilisateurs par mois. Bon, d'accord, ça fait beaucoup. Mais 1,730 milliards d'utilisateurs par jour. Par jour. Ça, c'est de la force de frappe. La puissance des grands acteurs numériques aujourd'hui, elle est telle que l'on vient les comparer à des États. 1,730 milliards. Le Danemark n'a pas hésité à nommer un ambassadeur technologique. C'est pas une blague, c'est pas du fake. Diplomate de carrière auprès des géants du numérique.
On va en reparler des réseaux sociaux et notamment également des influenceurs. Après la déchéance, on peut parler aussi d'acquisition du caractère distinctif et de l'usage. Alors, ce n'est pas que le nom de domaine, hein. J'ai mis le nom de domaine, mais c'est un usage sur Internet. Parce qu'Internet, aujourd'hui, ça devient une source incroyable, intarissable de preuves d'usage, de notoriété et voire d'acquisition du caractère distinctif d'une marque. C'est d'ailleurs la non prise en compte de certaines preuves d'usage sur Internet que la société Louis Vuitton Matelier versait au soutien de l'acquisition du caractère distinctif de sa marque figurative damier d'azur, que le tribunal de l'Union européenne a reproché à la chambre de recours de l'EIPO en annulant sa décision. Alors, on ne va pas revenir sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage aujourd'hui, ça serait un peu long et le temps qui nous est imparti est court, mais ce que je trouve intéressant dans cette décision, c'est que l'un des considérants nous dit, de nos jours, j'ai oublié de nos jours, mais c'était de nos jours juste avant, de nos jours, le fait de ne pas disposer de boutique physique dans un État membre n'empêche pas nécessairement le public pertinent de cet État membre de se familiariser et de reconnaître la marque en cause comme provenant de son titulaire en visualisant celle-ci sur des sites Internet ainsi que sur des réseaux sociaux, on y est, généralement accessible partout dans l'Union européenne, dans des catalogues électroniques et des catalogues et brochures électroniques, grâce à des publicités en ligne de célébrités, je ne vois pas pourquoi, ou des influenceurs, mondialement ou localement connus. Voilà. L'empreinte digitale d'une marque dans l'esprit, nous voilà plutôt, l'empreinte digitale d'une marque dans l'esprit du consommateur, ou de l'internaute plutôt, peut être de nature à compenser l'absence de présence physique de la marque sur le territoire donné. Je répète, l'empreinte digitale d'une marque dans l'esprit des internautes concernés peut être de nature à compenser l'absence de présence physique de la marque sur les territoires donnés. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'impact du numérique dans le droit des marques et notamment au service du droit des marques dans le cadre de l'acquisition du caractère distinctif et ou dans le cadre de la démonstration de l'usage de la marque. Notre deuxième point, je pense que je suis également bon en termes de timing. Alors, le deuxième point, c'est évidemment la visibilité. La convoitise, évidemment, de cette visibilité. Pourquoi? Parce que le plus beau site du monde ne sert à rien s'il reste invisible. Le référencement sur les moteurs de recherche illustre clairement la contrainte de visibilité propre au numérique et génère quotidiennement, depuis, on peut parler de décennies, des contentieux avec les titulaires de marques. En effet, certains acteurs choisissent de se référencer sur Internet sans autorisation à partir de la marque d'un concurrent, créant ainsi un contentieux nourri et constant avec les titulaires de marque. Et du côté des moteurs de recherche, le référencement payant constitue la principale source de revenus. On prend la société Google. C'est 90% de ses recettes financières proviennent des recettes publicitaires générées par les services de la régie publicitaire AdWords et AdSense. C'est colossal. Alors, pour vous dessiner les contours, j'ai pas résisté, pour vous dessiner les contours de cette jurisprudence, l'affaire Aquarelle en est une bonne illustration, puisqu'elle porte sur le référencement payant et également sur les métatags. Alors, sur le référencement payant, il était une fois, non, je ne vais pas recommencer ça. Bon, la société Aquarelle a une activité de vente de fleurs, notamment via son service Internet accessible à www.aquarelle.com. OK. Elle découvre que l'un de ses concurrents a réservé le nom de domaine Aquarelle sur la plateforme Google AdWords afin de faire apparaître le site lebouquetdefleurs.com dans des liens commerciaux à partir de la requête de ce mot-clé. Triste banalité. Elle considère qu'il existe un risque de confusion pour l'internaute moyen et fait donc assigner ce concurrent en contrefaçon, en concurrence déloyale et pour atteinte à la renommée de sa marque. Là, elle tire avec tout ce qu'elle peut. La jurisprudence est tristement claire aujourd'hui. Tristement, c'est vraiment très personnel. Le titulaire d'une marque peut s'opposer à l'usage
de sa marque à titre de mot-clé, comme vous le savez, par un concurrent, sous réserve de la démonstration d'une atteinte à la fonction d'origine de sa marque. Et cette atteinte dépend, évidemment, la caractérisation, je vais y arriver, de cette atteinte dépend de la façon dont l'annonce est présentée. Elle est caractérisée si l'annonce suggère un lien économique entre le titulaire et le tiers, souvent lorsqu'on a dans le libellé de l'annonce la marque du titulaire, ou si elle reste à tel point vague sur l'origine des produits et services en cause qu'un internaute moyen n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel, du message commercial, si l'annonceur est un tiers ou s'il est économiquement lié au titulaire de la marque. Alors, en l'espèce, parce qu'en l'espèce, je l'ai pas mis, je vous ai mis ça, mais j'ai pas mis l'issue. Alors, en l'espèce, par rapport à cette décision, si la société défendresse a réservé le mot aquarelle, ça c'est vrai, ça a été prouvé. Pour référencer le site Le Bouquet de Fleurs, ça c'est vrai également, qu'elle est dite. L'annonce présentée à l'internaute ne fait aucun usage du signe aquarelle, ni dans le lien, ni dans l'adresse URL. L'annonce affiche expressément le nom du site, le bouquet, donc lebouquetdefleurs.com, ainsi que le logo du bouquetdefleurs.com qui n'avait aucune similitude avec celui, évidemment, d'aquarelle. L'usage incriminé ne porte donc pas atteinte à la fonction d'origine de la marque aquarelle. Donc, la Cour d'appel du 3 mars 2019. Il y a eu de la contrefaçon, ça a été sanctionné au titre de la contrefaçon, mais sur d'autres considérants, pas sur les mots-clés et pas sur les mots-clés. C'est un lapsus, c'est ce qu'on va voir là, mais pas sur le référencement payant. Alors, pour les mots-clés, je trouvais ça aussi intéressant parce que la décision en parlait, donc on va en parler. Donc, les mots-clés, ce qu'on met dans les codes sources pour améliorer, et j'entends quelquefois que c'est plus aussi efficace qu'avant, améliorer le référencement, cette fois-ci naturel, du site. Donc, il avait été démontré que le terme aquarelle figurait évidemment dans les mots-clés du site litigieux. Mais la Cour d'appel considère que la reproduction du terme aquarelle dans le code source du site litigieux ne peut pas constituer un usage contrefaisant de la marque dès lors qu'il n'est pas accessible, j'aurais dit visible, pour l'internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque. N'étant pas visible, le signe n'est pas utilisé pour désigner des produits ou services. Et là, je me disais, sur Internet, tout est une question de visibilité et d'invisibilité. Alors, personnellement, si tout le monde s'accorde sur l'utilité aujourd'hui des moteurs de recherche, tout le monde, on les utilise tous, même Google, il n'en va pas de même de la jurisprudence qu'ils ont engendrée. Et ça, c'est une note personnelle. Parce que, comme je le disais il y a quelques années, au-delà du cahier des charges de plus en plus fourni pour caractériser la contrefaçon d'un usage numérique, la contrefaçon d'ailleurs, mais de surcroît d'un usage numérique, c'est le parcours du combattant pour le titulaire de la marque. Mais pour moi, il est toujours difficile, je dis difficile en restant très léger, voire insupportable, de concevoir qu'un opérateur puisse reprendre comme mot-clé la marque de son concurrent direct pour se positionner à côté de lui dans les pages de résultats générés par la requête sur sa marque. Est-ce bien légitime? Est-ce si loyal? Vous connaissez ma réponse, et j'imagine à vous d'ailleurs. Après le référencement, nous allons avoir les plateformes numériques. Et donc, les plateformes numériques et la marque, alors ça, on a pas mal de jurisprudence, ça devient assez intéressant. Là aussi, il y a vraiment discussion, mais on est dans cette jurisprudence qui se crée, qui se confirme, qui s'exprime. Et donc, avant de vous parler de la diffusion, je dis passive, mais alors ça, c'est vraiment une note personnelle, mais de la diffusion d'annonces non maîtrisées, on pourrait dire, je voulais vous parler du stockage de produits. Parce qu'on parle des plateformes et on a cette question préjudicielle. Alors là, on va avoir des questions préjudicielles. On va arriver sur pas mal d'apports de la Cour de justice de l'Union européenne. L'idée, c'est une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre
ou de leur mise dans le commerce. Et là, j'aurais pu aussi souligner, parce que c'est quand même très important, si cette personne ne poursuit pas elle-même ses finalités. Alors, celui qui se limite à entreposer des produits est-il responsable s'il n'a pas connaissance de leur caractère contrefaisant et qu'il n'entend pas vendre lui-même ses produits? C'est un peu la question en essayant de réduire ça et de faire très simple. La haute juridiction ou la haute cour est venue préciser qu'Amazon ne commettait pas un acte de contrefaçon en entreposant des produits contrefaisants vendus par des tiers. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur cette décision. Et ce que je retiens surtout, c'est que la Cour fédérale allemande, qui a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, a posé une question qui était très limitée. Parce qu'il est vrai qu'Amazon, c'est pas seulement d'entreposer des produits. Il y a quand même pléthore de services accompagnant la mise en œuvre et l'offre de ces produits. Mais ça, c'était pas posé, même si l'avocat général avait quand même bien explicité ça. Donc, la Cour de justice s'est limitée à la question de répondre à la question posée, ce qui nous a peut-être un peu frustrés. Mais quand on analyse cette décision, on voit que la Cour de justice, elle se tient en fait à sa jurisprudence antérieure. Elle prend les hypothèses les unes après les autres et elle est fidèle à sa position. Alors, c'est quoi ces décisions? Alors, je ne vous les ai pas mis, mais je vous les rappelle. Vous les connaissez, mais c'est chouette de les rappeler parce qu'on va les revoir après dans les autres décisions que nous allons commenter. Alors, on a d'abord l'arrêt Daimler du 3 mars 2016. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'arrêt Daimler? Il nous dit simplement que la Cour a jugé seul un tiers qui a la maîtrise, quand je vous parlais de maîtrise tout à l'heure, direct ou indirect, de l'usage constituant, de l'acte constituant l'usage incriminé, est effectivement en mesure de cesser cet usage et donc de se conformer à l'interdiction formulée par le titulaire de la marque. Il est évidemment, faut qu'il puisse participer à l'usage pour cesser l'usage. Donc voilà, c'est concrètement l'apport de cette décision. Donc, s'il n'y a pas de maîtrise directe ou indirecte, et on va le voir juste après, par rapport à l'acte constituant évidemment l'usage litigieux, il n'y a pas de responsabilité, il ne fait pas usage, il n'y a pas de grief. Le deuxième, c'était un peu l'arrêt. Quand je vous parlais un peu d'émotion, et j'ai de l'émotion en revoyant cette date, du 23 mars 2010, Google avec les AdWords, l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, on se le rappelle, à tout le moins que ce dernier fasse une utilisation du signe dans la communication dans sa propre communication commerciale. Et nous avons encore l'arrêt L'Oréal du 12 juillet 2011, selon lequel, et là on parlait de plateforme de commerce en ligne, l'usage de signes identiques ou similaires à des marques dans l'offre à la vente affichée dans une place de marché en ligne, donc clairement une plateforme de commerce électronique, est faite par le client vendeur de l'exploitant de cette place de marché et non par l'exploitant lui-même. Dernière chose qu'on peut rappeler, c'est que le fait de créer des conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré, c'est souvent ça, et d'être rémunéré quand même pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse un usage lui-même du signe. Voilà, donc cette décision qu'on a par rapport à Amazon du 2 avril 2020, c'est quand même assez récent, et pour cohérente qu'elle soit avec la jurisprudence de la Cour, elle me laisse un peu un sentiment d'impunité, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, des intermédiaires de la chaîne du commerce électronique en ligne au regard du droit des marques. Ça, c'est dit. Quelques mois plus tard, la Cour de justice a été à nouveau appelée à se prononcer sur questions préjudicielles. Alors, c'est notre diffusion passive non maîtrisée d'une annonce. Alors, pour la petite histoire, on va se refaire une petite histoire. Il était une fois un cabinet d'avocats qui a poursuivi l'un de ses anciens confrères qui continue à faire usage de la marque du cabinet, mais cette fois-ci pour sa propre entreprise. L'avocat, l'ancien salarié ou l'ancien collaborateur ou l'ancien associé fut condamné. Et à partir de cette condamnation, il retira son inscription des annuaires professionnels en ligne. Toutefois, le cabinet d'avocats constata,
sur quelques moteurs de recherche qu'il restait des référencements litigieux. Et ça peut nous arriver souvent dans notre pratique de les constater. Renvoyant sur d'autres sites de référencement d'entreprises. Sans suivi, évidemment, un nouveau contentieux dont la Cour de justice fut appelée, sur question préjudicielle, à se prononcer. La question, c'était de savoir si une personne qui a supprimé une annonce, est-ce que cette annonce ait été par des tiers diffusée sur d'autres sites par leur propre initiative et en leur propre nom, est-ce que cette personne est responsable? Surtout, et là, c'était un peu également, c'était le trait de l'affaire, c'est que cette diffusion procurait quand même à l'ancien salarié un avantage économique. Donc, est-ce que l'avantage économique était susceptible en lui-même d'emporter une responsabilité de cette personne, même si ces annonces n'avaient pas été évidemment diffusées par comment dire, cette personne. Je vais y arriver. Et là, la décision, elle est claire. Et puis, on voit un peu le raisonnement de Daimler. Une personne qui fait placer sur un site Internet une annonce portant atteinte à une marque d'autrui ne fait pas usage d'un signe identique à cette marque lorsque les exploitants, donc les tiers, d'autres sites Internet reprennent cette annonce, et ça arrive très très souvent sur Internet, en la mettant de leur propre initiative, en leur propre nom, en ligne sur d'autres sites. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que ça va un peu impacter lorsqu'on a des référencements, la viralité un peu de ces référencements et qu'on demande à une partie adverse de cesser, de supprimer tout référencement litigieux. On a cette jurisprudence qui vient nous dire que si la personne, c'est pas de sa propre initiative, sous son propre contrôle, ça va être compliqué de revenir vers cette personne. Alors après, nous avons également, par rapport à cette position et donc cet arrêt, on avait une décision juste avant du tribunal judiciaire de Paris avec la marque La Fuma, et c'était, ça me fait toujours rire ce nom, Alibaba, la plateforme de commerce électronique Alibaba. Et la position qu'a adoptée le tribunal judiciaire de Paris à propos de la plateforme était un peu similaire en considérant qu'une place de marché numérique qui permet à ses clients de faire apparaître au sein d'annonces des signes déposés, quand bien même elle serait rémunérée en contrepartie, ne fait pas une utilisation illicite du signe, ni un usage de celui-ci à titre de marque. Donc là, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande en contrefaçon à l'encontre des sociétés défenderesses du fait de la parution sur leur site d'annonces reproduisant les marques La Fuma invoquées. Donc, aucune responsabilité. Là, ils avaient été quand même condamnés par rapport à la lenteur de la réaction sur le régime des hébergeurs, la lenteur de réaction à la suppression des annonces litigieuses. Mais donc, aucune responsabilité par rapport à ces contrefaçons qu'on peut retrouver sur les plateformes électroniques. Le responsable de la plateforme n'est pas, n'est pas mis en danger par rapport au caractère contrefaisant ou non de sa plateforme et de ce qu'elle véhicule. Alors après, on a le bonus. Ah bah oui, le bonus. Donc, le bonus, et j'en terminerai avec ce bonus, c'est les compétences juridictionnelles en cas d'atteinte en ligne à une marque. Alors, on a de plus en plus de marques de l'Union européenne, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant avec le fort alternatif. Bon, terminologie un peu, je dirais, un peu spécifique pour le consommateur lambda ou le juriste non spécialisé. Mais c'est important de savoir là, on a une marque de l'Union européenne, on a une marque française par exemple, on a donc marque nationale, marque de l'Union européenne, et on a une atteinte. On va où? Alors là, on avait de la jurisprudence qui était un peu compliquée, qui nous amenait à hésiter. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 5 septembre 2019, alors là aussi, on a eu pas mal de commentaires, et ce qui est tout à fait normal, se penche donc sur la question de la compétence juridictionnelle du tribunal d'un État membre en cas de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne en présence de publicité en ligne. Alors, pour rappel, mais juste pour rappel entre nous, mais on le sait,
c'est en cas de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, le demandeur dispose de plusieurs options de compétences, lorsqu'elles sont évidemment possibles, lorsqu'elles sont possibles, à savoir saisir la juridiction du domicile du défendeur ou celle du territoire où le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis. Et c'est bien cette terminologie-là qui nous gêne un peu. Le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis. La difficulté, c'est sur la portée de ces termes-là, lorsque le fait de contrefaçon est commis via un site Internet. Alors, en l'espèce, la petite histoire, les demandeurs, ils sont établis au Royaume-Uni. Ils ont une marque de l'Union européenne. Ils ont des marques britanniques. Ils reprochent à une société de droit espagnole, donc en Espagne, de contrefaire leur marque de l'Union européenne en offrant à la vente sur le site de la société espagnole des imitations de leurs produits revêtus d'un signe identique à leur marque. Et ils reprochent également d'avoir fait des publicités, c'est ça qui nous intéresse, ça, des publicités, notamment sur Facebook et Twitter, en direction, et je répète encore, je souligne, clientèle en direction d'une clientèle anglaise. Donc, je suis en Espagne, je fais des publicités sur Internet et je vise une clientèle anglaise. Donc, pour fonder la compétence du tribunal des marques de l'Union européenne, pouvait-on considérer que le fait de contrefaçon, en fait, on avait vraiment deux possibilités. Petit 1, bouton 1, je vais y arriver. Pouvait-on considérer que le fait de contrefaçon, la menace de contrefaçon avait été commis sur le territoire anglais, puisque selon les demandeurs, le contenu litigieux visait une clientèle britannique? Si vous êtes d'accord, vous cliquez sur 1. Ou le chef de compétence se trouvait au lieu où avait été prise la décision de faire des publicités litigieuses et d'offrir à la vente des produits prétendument ou argués de contrefaçon, c'est-à-dire en l'occurrence l'Espagne. Si vous êtes d'accord, vous cliquez 2. Bon, on n'a pas le temps de faire le calcul. Voilà, mais il y avait, blague à part, il y avait donc ces deux possibilités-là. La Cour de justice, de façon pragmatique, a considéré que c'est le fait des consommateurs et des professionnels d'un État membre, lorsqu'ils sont spécifiquement visés par le site Internet, qui permet d'établir la compétence des tribunaux. En fait, concrètement, on se dit, est-ce que c'est ce que je cible qui rend compétent le tribunal du territoire où j'ai ciblé les consommateurs, ou est-ce que c'est la décision de ma cible, le déclenchement, qui doit rendre compétent le tribunal d'où est partie cette décision? Donc là, non. De façon pragmatique, on part sur le déclenchement, la cible de la clientèle, c'est-à-dire là, donc, le Royaume-Uni. Et donc, les marques, la Cour qui s'était déclarée incompétente est compétente non seulement pour les marques britanniques, mais également pour la marque de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette solution, elle consacre une logique d'appréciation d'abord au cas par cas. Ben oui, parce que tout n'est pas dit. Vous vous rappelez qu'on avait, on avait une jurisprudence aussi sur les mots-clés. Alors, c'était sur les mots-clés, d'accord, c'était pas un site et c'était pas, on visait pas vraiment en se disant, le tribunal compétent, c'est celui du lieu où la marque est enregistrée. Bon, là, le tribunal compétent, c'est celui du lieu où les consommateurs sont visés. Donc, parce que la Cour a aussi hésité en se disant, c'est peut-être le lieu où la décision a été prise. Donc là, c'était en Espagne. Mais si c'est le lieu où la décision est prise, c'est également, premièrement, le lieu du domicile du défendeur, et c'est également le lieu, là, entre guillemets, le lieu où le fait de contrefaçon a été commis. Et donc, en fait, le fort alternatif, c'est-à-dire l'option de compétence, a été réduit à néant. Il n'y avait plus d'option de compétence, il n'y avait plus d'intérêt d'avoir cette option de compétence. Donc, ça ne règle pas tout, mais ça nous permet d'avoir une décision sur laquelle nous baser lorsque nous avons des opérateurs qui sont situés à l'étranger, mais qui visent une clientèle européenne, voire une clientèle française. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'était important de revenir sur ça, sur la AMS. C'est vraiment pour nous notre action massive stratégique en matière de propriété intellectuelle et surtout de compétences juridictionnelles. Bon, après ça, on va également… Alors là, j'ai pris spécialement cette décision que je trouve un petit peu excessive en termes de compétences.
Donc là, on est avec… alors, d'abord, il faut savoir que c'est qu'un appel sur une ordonnance. D'accord? C'est pas une décision de fond. Alors, la petite histoire, là, c'est qu'on est dans le 2e arrondissement à Paris et que là, il y a une société portugaise qui est titulaire de la marque Each Other. OK? Donc, elle est titulaire elle a une marque européenne et ou une marque française. Bon, elle a une marque qui produit et fait en France. Et elle constate sur les magasins de Lévi-Strauss dans le 2e à Paris un bandeau Made for Each Other. Donc, elle considère évidemment qui est la reprise intégrale de sa marque avec un terme, une séquence d'attaque qui pour elle ne constitue pas, comment dire, prise en son ensemble, une différenciation suffisante pour ne pas s'assimiler à sa marque. Bon, elle regarde sur le site de Lévi-Strauss américain, je souligne américain, et elle constate le bandeau. OK. Elle regarde sur Twitter, le compte Twitter et le compte Instagram pour les Américains. Donc, et là, elle voit évidemment des communications sur ce fameux bandeau litigieux. Donc, donc s'ensuit évidemment un procès. Il y a un appel d'incident où la société Lévi-Strauss nous dit bah, vous n'êtes pas compétent du tout par rapport à un site américain qui est rédigé en langue anglaise, qui est en dollars, qui indique une livraison aux États-Unis. Et puis, les réseaux sociaux, pareil, sont rédigés en langue anglaise. Et puis, force est de constater qu'ils concernent les États-Unis, comment dire, les internautes américains. Et la Cour d'appel, dans une ordonnance très, très motivée, très longue, nous dit le fait que les pages incriminées, donc elle reprend tout ça, du site Internet, des comptes Twitter, Instagram litigieux, sont rédigés en langue anglaise, oui, que les prix sur ce site apparaissent en premier en dollars, oui, avec une livraison aux États-Unis, oui, c'est vrai, ne suffit pas à retenir que ces pages ne sont pas destinées au public français. Ah oui, auxquelles elles sont facilement accessibles. Le critère d'accessibilité, vraiment? Celui-ci reconnaît les visuels des vêtements commercialisés par la société Défendresse en France. Oui, OK, Levi's, on connaît. Aussi que le libellé Made for Each Other qui figure sur les bandeaux des vitrines des boutiques parisiennes. Au surplus, et là, c'est quand même un petit peu excessif parce que c'est peut-être écrit en tout petit, les fonctionnalités de ces comptes recherchés, j'aime afficher les commentaires comme tous les onglets de bas de page à propos de nous, presse, etc., étaient rédigés en français. OK, donc elle a vraiment pris le panier entier et elle a tout gardé. Il est vrai que sur les critères dont on parlait au cas par cas par rapport à la cible, bah là, la cible, à mon sens, c'était pas la cible française, c'était pas le consommateur français. Bon, ce n'est qu'une ordonnance, on voit simplement, et puis une décision d'espèce, mais là, cette décision de la Cour d'appel de Paris, elle est quand même un petit peu excessive sur la détermination, parce qu'elle revient à se dire, dès que la clientèle d'internautes française connaît une marque américaine, eh ben, elle peut aller voir le site américain et elle peut voir également donc l'usage litigieux et donc cet usage litigieux, elle peut importer l'atteinte en France. Bon, sachant qu'il y avait quand même les boutiques où là, en revanche, il n'y avait pas trop de débat par rapport au bandeau Made for Each Other, après à savoir est-ce que c'était contrefaisant ou non, est-ce qu'il y aura la consécration d'un risque de confusion sur ces bandeaux. L'affaire est évidemment à suivre. Dernière chose, alors là aussi, c'est intéressant de le savoir pour nous, et c'est pas non plus stratégique, mais voilà, c'est le petit bonus. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent agir en référé sur le fondement de la loi sur la confiance en l'économie numérique et du code de la procédure civile pour obtenir une mesure de blocage de sites Internet proposant des produits contrefaisants. Donc, on n'a pas que le référé CPI, le référé marque, on a également ce référé qui est possible. Alors, sachant que c'est vrai que c'est assez pénible de demander le blocage, évidemment, d'accès à un site Internet auprès de ses fournisseurs d'accès. C'est compliqué. Ce qui est un peu triste, c'est de devoir à chaque fois entamer ces procédures en référé pour obtenir gain de cause. Alors, juste avant, par rapport à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? On pense simplement qu'il y a
des décisions qui sont en somme classiques. Il y a une stabilité, on parlait de stabilité, Anthony parlait de stabilité en matière de brevet. On a aussi une stabilité en matière de marque. On a des décisions aujourd'hui qui sont assez stables, qu'on les aime ou pas, mais on a une visibilité sur notamment sur les noms de domaine, sur les AdWords aussi. Et on voit qu'on a également une construction jurisprudentielle qui n'est pas finie, je pense qu'il n'est vraiment pas fini en matière de plateforme de marché en ligne ou de plateforme de commerce électronique. Le mot de la fin, pour moi, ce qui me chiffonne un peu, allez, je vous le dis parce qu'on est entre amis, on est entre praticiens, c'est que ces grands opérateurs du numérique, je suis pour le numérique, j'adore la technologie, mais on a vraiment ce sentiment qu'il y a une certaine impunité, qu'il y a aujourd'hui, j'ai lu un article sur la souveraineté numérique et je me demande s'il y a vraiment une souveraineté numérique, parce que quand on voit que Facebook a proposé de faire sa crypto-monnaie Libra, quand on voit que Google et Apple proposent aux États, c'est-à-dire ont des ressources supérieures aux États et proposent notamment à l'Europe et à certains États de l'Europe, et notamment l'Allemagne et l'Autriche, des logiciels de traçabilité pour la Covid que ces États utilisent, je me pose des questions sur l'avenir un peu de la défense des droits de propriété intellectuelle en général et en particulier de marque dans l'environnement numérique. Et là, notre rôle, c'est un peu l'effet papillon, c'est de travailler tous ensemble pour défendre les titulaires de marque, pour écrire, pour commenter, pour faire passer des messages et pour que nous puissions évidemment soutenir l'économie numérique. Évidemment, on ne va pas aller contre le progrès, mais en même temps, soutenir cette économie numérique dans le respect, le strict respect des droits de propriété intellectuelle. Et là, on a un vrai défi. Merci de votre attention.